Les photos du mariage de mon frère sont apparues sur mon fil d'actualité Facebook. 200 invités dans un lieu au bord d'un lac. Tous les membres de la famille étaient là. Je n'étais pas invité. Je n'ai pas appelé. 4 jours plus tard, mon père m'a envoyé un SMS, « Ton frère a le cœur brisé que tu ne l'aies pas contacté. » Je faisais défiler mon fil Facebook, par un jeudi matin tranquille, quand la première photo est apparue. Une vue sur le lac, des rangées de chaises blanches, des guirlandes lumineuses tissées à travers les bouleaux, et puis plus encore. Une piste de danse, un gâteau à étages, des gens riant autour d'un verre de vin, et puis, en plein centre d'une photo, mon frère Nathan smoking, souriant avec une femme en robe blanche. J'ai fait une pause, j'ai actualisé l'écran. D'autres photos continuaient de charger. La journée parfaite de Nat et Alyssa. Quelqu'un avait mis cette légende. J'ai cligné des yeux. Mon pouce planait au-dessus de l'écran, figé. Je n'étais pas là, même pas invité, alors que chaque autre membre de la famille l'était. Tante Debbie avec sa pochette argentée horrible. Mes cousins du côté de maman, même celui qui vit dans l'Oregon. Oncle Mike, avec son stupide chapeau de pêche, toujours visible même en tenue de soirée. Ils étaient tous entassés, photo après photo, comme pour une grande réunion joyeuse dont j'ignorais l'existence jusqu'à maintenant. Je m'appelle Luc. J'ai 33 ans et, apparemment, je n'existe pas pour ma propre famille. Je suis descendu dans ce terrier sans fin. Il y avait plus de 200 invités identifiés. Mes parents semblaient radieux. Maman dans cette robe vert forêt. Elle disait toujours qu'elle l'économisait pour quelque chose d'important. Papa avait ce sourire trop serré, celui qu'il réserve aux occasions formelles et pour cacher son stress. La famille d'Alyssa avait l'air ravie, posant à côté d'une arche au bord du lac. Et puis, la photo du cortège nuptial. 6 garçons d'honneur, 5 demoiselles d'honneur. Pas de moi. Pas d'appel, pas de « réserver la date », même pas un vague SMS de groupe avec une heure et un lieu que j'aurais pu ignorer. Ce n'était pas une erreur. Ils n'avaient pas oublié. J'avais été exclu totalement, délibérément, froidement. Je suis resté assis là, le cœur battant dans mes oreilles, pendant que les commentaires affluaient. Meilleur jour de tous les temps. Je n'arrive pas à croire à quel point c'était beau. Tellement heureux de célébrer avec vous tous. J'ai verrouillé mon téléphone. Je l'ai déverrouillé 30 secondes plus tard. Toujours là. Toujours réel. Je suis retourné voir mes SMS, juste pour vérifier. Rien de Nat. Pas depuis des semaines. Le dernier message de sa part remontait à avril. Un mème sur un vieux jeu auquel on jouait quand on était gamin. Il n'avait même pas reçu de réponse. Puis un de papa en juin. Juste un générique, joyeux anniversaire, fiston. Aucune mention d'un mariage à venir. Pas d'invitation, pas d'indice. Je n'avais même pas rencontré Alyssa. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait jusqu'à ce moment. En plein défilement, l'estomac noué, je réalisais que je ne connaissais pas son nom. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas laissé de commentaires. Je n'ai pas mis de « j'aime ». 4 jours plus tard, un message de papa a bipé sur mon écran. Ton frère a le cœur brisé. Tu n'as pas donné signe de vie. Je l'ai fixé pendant un moment. Pas de « nous sommes désolés que tu n'aies pas été invité ». Pas de « laisse-nous t'expliquer ». Juste ça. Comme si je leur avais fait du tort en ne faisant pas semblant. Comme si je n'avais pas remarqué que toute la famille célébrait quelque chose sans moi. Comme si je leur devais quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas encore. Je suis juste resté assis là, avec le poids de la chose, me demandant quand exactement j'avais été coupé du reste, et pourquoi personne n'avait eu le cran de me le dire. Ce n'est pas comme si Nat et moi étions des étrangers. Nous avons grandi comme la plupart des frères. Des bagarres occasionnelles, des jeux vidéo partagés, l'échange des corvées quand on pensait pouvoir s'en tirer. On s'est un peu éloigné après l'université. C'est sûr. Il est entré dans la finance d'entreprise. J'ai commencé à travailler en freelance comme développeur web, à faire des contrats ici et là. On ne se voyait pas toutes les semaines, mais on s'échangeait toujours des vœux d'anniversaire, on se montrait aux fêtes de famille, on allait boire un verre quand on était dans la même ville.
Quand notre cousin Jeff est mort l'année dernière, nous étions assis ensemble aux funérailles. Il a même squatté mon canapé une fois, quand un voyage d'affaires s'est prolongé. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas mauvais. Rien ne laissait présager cela, mais je suppose que ça n'a pas commencé avec le mariage. C'est juste devenu évident avec lui. En y repensant, il y avait des fissures. Comme lorsque je suis rentré pour Thanksgiving, il y a 2 ans, et que Nat m'a dit qu'il pensait faire sa demande. Il était vague, cherchait encore le bon moment, avait-il dit. Maman l'avait pratiquement fait taire au milieu de sa phrase. Je pensais que c'était parce qu'il était trop tôt pour partager, pas parce qu'il prévoyait d'en faire une affaire de famille, moins une personne. Ou la fois, l'été dernier, où j'ai proposé d'organiser Noël chez moi. Tout le monde a dit qu'il ferait ça en petit comité et que voyager était compliqué cette année-là. Mais ensuite, j'ai vu les photos sur l'Instagram de maman. L'appartement de Nat illuminé comme dans un film Hallmark. Eux tous, rassemblés autour d'une cheminée, portant des pyjamas assortis. Chacun de ces moments avait piqué un peu, mais je les avais balayés. La vie est chargée. Les gens font des projets. Les malentendus arrivent. C'est ce que je me disais jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que 200 personnes se réunissent dans un lieu au bord du lac, et que personne ne pense que je mérite une chaise. J'ai commencé à remonter plus loin, me souvenant de petits moments qui ne semblaient pas grand-chose à l'époque. Comme la façon dont papa jouait toujours les gardiens de la paix, mais ne prenait jamais vraiment mon parti. Ou comment maman complimentait les promotions de Nat comme s'il collectionnait des étoiles d'or, mais ne demandait jamais comment allait mon travail, sauf pour suggérer que j'essaie quelque chose de plus stable. Et les anniversaires. Oh, les anniversaires. Nat avait des fêtes surprises, des gâteaux personnalisés. J'avais des SMS et, parfois, une bouteille de vin offerte. À l'époque, j'en riais. C'est l'enfant prodige, je plaisantais avec mes amis. Je suis juste le figurant. Mais quand le figurant ne se montre pas, soudain, ils ont le cœur brisé. J'aimerais pouvoir dire que j'étais choqué. Mais je ne l'étais pas. Pas vraiment. Pas dans mes tripes. Je pense qu'une partie de moi le savait déjà. Le mariage a juste arraché le rideau. Et maintenant, je devais décider quoi faire de ça. Faire semblant que ça n'était pas arrivé, répondre au message de papa avec quelque chose de poli et indulgent, ou décider que j'en avais fini de faire semblant. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Pas le jour suivant non plus. Mais j'ai commencé à faire attention, à rejouer les choses, à observer la façon dont les gens me parlaient, à me rappeler qui s'était montré quand j'ai déménagé l'année dernière, qui retournait mes appels, qui me demandait comment j'allais sans essayer de me réparer. Parce que si mon absence au mariage les blessait tant, pourquoi mon absence de leurs préparatifs n'avait-elle pas fait la même chose? Cette question tournait en boucle dans ma tête. Chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, chaque fois que je voyais une autre photo, chaque fois que je faisais défiler les visages souriants de gens que j'appelais autrefois ma famille. C'est là que j'ai remarqué autre chose. Il y avait une photo, une que je n'avais pas vue avant, publiée par un ami commun, pas un parent. C'était une photo de groupe derrière les mariés, juste un peu décentré, debout nonchalamment avec un verre à la main. Mon ex, souriant comme si elle était à sa place. J'ai tapé sur la photo, je l'ai agrandie. Elle était là, Jenna. La fille avec qui je suis sorti pendant presque 3 ans. Celle qui a rompu avec moi il y a 18 mois, parce qu'elle avait besoin d'espace et n'était pas prête pour du sérieux. La voilà, portant une robe de demoiselle d'honneur bleu pâle, tenant sa taille, riant avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas, et debout à côté d'elle, mon frère, la main sur le bas de son dos, souriant. La chronologie s'est mise en place d'un coup sec. Et ça, je pense, a été le moment où tout a basculé. Pas le mariage, pas le SMS, pas les photos, mais cette seule image dissimulée comme une pensée après coup. C'est là que tout a cessé d'être confus pour commencer à prendre un sens parfait et cruel. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas hurlé de rage. J'ai juste fixé l'écran. Et le silence qui a suivi, ce n'était pas un vide. C'était le début de quelque chose. C'est étrange comme le silence peut sembler plus lourd que les cris. Après avoir vu cette photo, je n'ai pas claqué le téléphone ni ne l'ai jeté à travers la pièce comme on pourrait s'y attendre dans une scène de rupture dramatique. Je suis juste resté assis, vraiment immobile. Il n'y avait pas de musique, pas de télé qui bourdonnait en fond.
Juste le ronronnement du frigo et le grincement occasionnel du vieux ventilateur au-dessus de moi. Mon cerveau ne s'emballait pas. Il organisait, ne paniquait pas, il triait. Jenna, mon frère, un mariage où je n'étais pas invité. Un SMS, cœur brisé, 4 jours plus tard. Plus je regardais la photo, plus ça devenait clair. La façon dont la main de Nat reposait si confortablement au creux de son dos. La proximité, son sourire à elle, pas le genre poli qu'on lance dans les soirées, mais le vrai, celui que je méritais autrefois après des blagues privées et des virées nocturnes, de la façon stupide dont je chantais en voiture. C'était mon sourire. Je m'en souviens parce que je le poursuivais. Maintenant, il était sur les photos de mariage de mon frère et personne ne me l'avait dit. Pas elle, pas lui, pas même mes parents. Il faut comprendre, Jenna n'était pas une ex au hasard. Elle a fait partie de ma vie pendant 3 ans. La première fille que j'ai amenée à la maison pour rencontrer mes parents. La première personne avec qui j'avais sérieusement imaginé un avenir. Elle et moi, c'était devenu compliqué vers la fin. C'est sûr, mais nous n'avions pas fini dans la haine, juste avec de la distance. Elle avait dit qu'elle était épuisée, qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. La rupture avait été calme, triste et pleine de questions sans réponse. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Nous avions promis de rester en bons termes, peut-être même de nous reconnecter un jour quand les choses auraient plus de sens. Apparemment, les choses ont eu du sens beaucoup plus tôt pour elle que pour moi. J'ai fait défiler plus loin, les doigts engourdis, le regard flou. Une autre photo, celle-ci du dîner de répétition. Jenna assise à côté de Nat, sa main sur la sienne sur la table, tous deux riant avec ma mère. Ma mère, son sourire rayonnant comme si elle venait de gagner à la loterie. Je ne savais même pas qu'elle se connaissait bien. Je veux dire, Nat l'avait rencontrée quelques fois lors de réunions de famille, mais jamais rien d'intime. Il n'avait jamais posé de questions sur elle, n'avait jamais semblé particulièrement intéressé. Je lui parlais de notre relation, comme on le fait avec un frère. Je me confiais à lui quand on se disputait, quand je planifiais notre voyage d'anniversaire, quand je pensais peut-être faire ma demande. Il jouait toujours les indifférents, comme s'il s'en fichait d'une manière ou d'une autre. Il me disait que les relations étaient compliquées et que je ne devrais rien précipiter. En y repensant maintenant, ces conversations ressemblent à des mines sur lesquelles j'ai marché sans le savoir. Il n'y avait pas de photo de leur premier rendez-vous. Pas de chronologie pour montrer quand tout a basculé. Juste ça, la révélation, entièrement formée, comme si j'avais manqué un film entier et n'avais attrapé que les 10 dernières minutes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé sur le canapé, la lumière de mon écran de téléphone tamisée, mais toujours allumée, nourrissant la tempête dans mon estomac. Chaque petit moment entre eux dont je pouvais me souvenir, chaque échange que j'avais balayé. Chaque fois que je pensais qu'elle s'attardait trop longtemps dans une conversation avec Nat, tout se rejouait dans une boucle écœurante. Je me sentais comme un idiot, pire qu'un idiot. Je me sentais joué. Le lendemain matin, j'ai appelé mon meilleur ami, Devon. Il a répondu à la deuxième sonnerie avec cette voix à moitié endormie qu'il a quand je le réveille trop tôt. « Tu es debout ?» ai-je demandé. « Maintenant oui. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Tu as vu les photos du mariage ? » ?»« Ouais, mec. » J'allais dire quelque chose, mais je me suis dit, « Attends, tu n'y étais pas ?» J'ai fait une pause. « Non, Dave, je n'étais pas invité. » Un moment de silence. « Attends, quoi ? Tu es sérieux ? » J'ai tout expliqué. Le défilement Facebook, le SMS de mon père, la photo, Jenna. Sa réaction se situait quelque part entre la stupéfaction et la fureur. À un moment donné, il a demandé, « Est-ce qu'ils sont tombés sur la tête ou quoi ? Comment tu peux ne pas inviter ton propre frère à ton mariage, surtout quand tu épouses son ex ?» Je n'avais pas de réponse, mais plus j'y pensais, plus je commençais à assembler les pièces pour voir à quel point c'était profond. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli maladroit. C'était délibéré, coordonné, protégé. J'ai passé les jours suivants à repasser le film dans ma tête. Je me suis souvenu d'une conversation avec maman à Noël dernier, comment elle n'arrêtait pas de dire que Nat avait vraiment mûri cette année, et comment, parfois, l'amour arrive dans les endroits les plus étranges. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de lui se posant en général, mais maintenant, c'était probablement à propos de Jenna. Ils étaient déjà ensemble à ce moment-là.
J'ai commencé à vriller. Pas de façon dramatique, genre, je perds la tête. Plutôt comme un détricotage froid et chirurgical. J'ai appelé notre cousine Meredith, le seul membre de la famille qui ait jamais semblé vaguement neutre dans notre cirque familial sans fin de favoritisme. Elle a répondu en faisant son jogging, le souffle court. Et, Luc. Tout va bien? Ma, tu étais au mariage. Son silence disait tout. J'ai juste besoin de savoir une chose, ai-je dit, la voix serrée. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Elle a hésité. Écoute, je ne connaissais pas toute l'histoire. Je pensais que peut-être tu savais. Je veux dire, ça fait un moment, non? Depuis toi et Jenna. Je n'ai pas répondu. Ils ont commencé à se montrer au truc de famille ensemble il y a peut-être 6 mois. Ta mère agissait comme si c'était tout à fait normal, comme si ça avait ta bénédiction ou quelque chose comme ça. Ma bénédiction? Je ne savais pas, Luc. Je te jure, je me suis dit que quelqu'un aurait. Mon Dieu, c'est tordu. J'ai mis fin à l'appel poliment. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Juste une sensation comme si la pièce avait basculé sur le côté et que la gravité était déréglée. Ce jour-là, je n'ai pas mangé, pas travaillé, pas pris de douche, j'ai juste fixé le vide. Je voulais crier. Je voulais tout démolir. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis là, paralysé par la réalité que tout le monde savait, sauf moi. Et personne, pas une seule personne, n'avait pensé que je méritais la vérité. Pas même Nat, pas même Jenna. Pas même mes parents. La trahison n'était pas juste qu'ils soient ensemble. C'était que toute ma famille le savait. Ils avaient souri, posé pour des photos, trinqué avec des flûtes de champagne sous les guirlandes. Tout ça pendant que j'étais assis dans mon appartement, complètement inconscient, pensant encore que peut-être aux prochaines vacances, on se verrait tous à nouveau. Peut-être que cette année, ils viendraient chez moi pour Thanksgiving. Peut-être que je serais enfin assez pour que maman se vante auprès des proches. Mais je n'étais même pas assez pour avoir un siège à la table. Le point de rupture est arrivé une semaine plus tard, quand Nat m'a enfin appelé. Le nom s'est affiché sur mon écran comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Je l'ai fixé pendant 3 sonneries avant de répondre. Et, ai-je dit. Sa voix était trop joyeuse. Luc. Et mec. Je voulais t'appeler. Désolé pour le retard. La planification de la lune de miel a été un chaos. Je n'ai rien dit. Tu vas bien, a-t-il demandé. Papa a dit que tu semblais distant. C'est ce qu'il a dit? Un temps. Ouais. Écoute, je sais que tu as vu les trucs du mariage. Je suis vraiment désolé, mec. On ne savait pas trop comment. Comment quoi, les jeux coupés. Comment dire à ton frère que tu épouses la femme qu'il aimait? Il est devenu silencieux. J'ai attendu. C'est juste arrivé, a-t-il fini par dire. On s'est croisés après que vous ayez rompu et il y a eu une connexion. On ne voulait pas que ce soit sérieux, mais ensuite ça l'a été. Depuis combien de temps, Luc? Combien de temps? Il a expiré. Presque 1 an. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Presque 1 an. Donc, ils étaient ensemble alors que je pensais encore qu'il y avait une chance que Jenna et moi puissions arranger les choses. Pendant que j'envoyais ces SMS maladroits, pendant que je faisais le deuil de la relation, ils étaient déjà en train d'en construire une nouvelle dans mon dos, sous le regard souriant de ma famille. Et ils ne l'avaient pas juste caché. Ils l'avaient célébré. Tu ne m'as pas invité, ai-je dit. Même pas en tant qu'invité. Tu ne m'as même pas prévenu. Tu as juste agi comme si je n'étais pas réel. On ne voulait pas te blesser, a-t-il dit doucement. Alors pourquoi tu l'as fait? Je ne sais pas. C'était la vérité. Probablement qu'il ne savait pas. Il voulait juste ce qu'il voulait et j'étais un inconvénient. J'ai toujours assuré tes arrières, ai-je dit, ma voix tremblante. Quand tu t'es fait virer, j'ai payé ton loyer. Quand tu as raté ton premier boulot, j'ai aidé à réécrire ton CV. Quand tu as planté ma voiture, je ne t'ai pas demandé de payer. Et ça. C'est comme ça que tu me rembourses. Luc, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je me fous de ce que tu voulais.
Je me soucie de ce que tu as fait. Il a commencé à dire autre chose, mais j'ai raccroché. Je suis resté assis là un long moment après ça, l'air épais, chargé de trahison. Je ne faisais plus seulement le deuil d'une relation. Je faisais le deuil d'une famille, d'un sentiment d'appartenance auquel je m'étais accroché comme un idiot. Une vie entière a joué le rôle du fils fiable, du frère négligé, de celui qui maintenait toujours la paix. Ce type-là, il était parti. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas envoyé un long email. Je n'ai pas publié de dénonciation dramatique en ligne, mais j'ai commencé à écrire autre chose, un plan. Toucher le fond ne vient pas toujours avec des gyrophares et des sirènes. Parfois, ça se manifeste tranquillement, comme un poids qu'on n'avait pas remarqué jusqu'à ce qu'il commence à vous écraser les poumons. Pour moi, c'était un mardi après-midi. Je suis juste entré dans l'épicerie en bas de la rue, essayant simplement d'acheter des œufs et du pain, et j'ai vu maman. Elle était au rayon fruits et légumes, tenant une laitue et riant à quelque chose que disait la femme à côté d'elle. Je me suis figé. Mes tripes se sont serrées, pas de colère, mais de quelque chose de pire. La honte. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Je ne voulais pas entendre le mensonge, quel qu'il soit, qu'elle avait fabriqué pour apaiser sa conscience. Je ne voulais pas de sa fausse chaleur ou de ses yeux prétendant que rien de tout cela n'était arrivé. Alors, j'ai fait demi-tour et je suis sorti tout droit, j'ai laissé mon panier là, je suis monté dans ma voiture, je me suis assis derrière le volant, fixant mes mains. C'était le moment. C'est là que j'ai vraiment compris. Je ne pouvais même pas exister dans le même espace que ma propre mère sans me préparer à un impact émotionnel. Je suis rentré chez moi, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai disparu. Pendant des semaines, j'ai fonctionné en pilote automatique. J'ai pris moins d'appels clients. J'ai raté des échéances. J'ai décliné des invitations. Pas qu'il y en avait beaucoup. Devons à essayer de prendre des nouvelles, mais je gardais nos conversations courtes. J'étais fatigué de tout. De faire semblant de ne pas être brisé. De retenir l'envie d'envoyer un SMS à Jenna, de faire défiler encore des photos de mariage chaque fois que j'ouvrais Instagram. Mon appartement est devenu un fouillis de boîtes à pizza, de piles de linge et de courriers non ouverts. La seule chose constante était cette douleur sourde et silencieuse qui vivait dans ma poitrine. Mais le monde ne s'est pas arrêté juste parce que j'avais l'impression qu'il le devait. Le loyer était dû. Les factures devaient être payées. Et quelque part sous les décombres de ma fierté, j'avais encore des clients. Alors, je me suis remis au travail, lentement, tranquillement. J'ai pris quelques petits boulots, des correctifs web, des refontes, quelques thèmes WordPress pour des marques boutiques. Le travail ne me faisait pas me sentir mieux, mais il faisait passer les heures plus vite. Puis, quelque chose a changé. Un après-midi, j'ai reçu un email d'un gars avec qui j'avais travaillé il y a quelques années. Phil, le fondateur d'une start-up tech avec une barbe ridicule et une obsession pour le café qui avait le goût d'écorce brûlée. Il avait besoin de quelqu'un pour reconstruire le back-end de la nouvelle application de son entreprise. Je me souviens de ton travail, a-t-il écrit. Tu es toujours disponible? J'ai failli dire non. J'ai failli supprimer l'email, mais quelque chose a cliqué en moi. C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un me parlait comme si je comptais, comme si je n'étais pas juste le frère ou l'ex-petit ami jeté aux oubliettes. J'ai répondu, on a programmé un appel, et juste comme ça, j'étais de retour. Le projet était intense. 3 mois, des délais serrés, une architecture complexe, mais je m'y suis jeté à corps perdu. Ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était même pas pour la distraction. C'était une question de contrôle. Construire quelque chose à nouveau, réparer quelque chose depuis la base quand je ne pouvais pas réparer ma propre famille. Je travaillais tard dans la nuit, parfois jusqu'à 3 heures du matin. Mon appartement restait en désordre. Mais mon code, lui, était propre, net, serré, quelque part au milieu de tout ça. Je me suis rappelé qui j'étais. Je n'étais pas l'ombre de Nat. Je n'étais pas un fils de secours. Je n'étais pas celui qu'on avait laissé de côté. J'étais Luc, le gars qui construisait des sites web au lycée pour des groupes locaux, qui a commencé à travailler en freelance à l'université, qui a dirigé son propre studio solo pendant 6 ans. J'avais des clients dans 3 pays. J'avais aidé à bâtir 2 startups à partir de rien. Je n'étais pas juste à la dérive, j'étais sous-estimé. Et cette réalisation, elle a frappé fort.
Une nuit, au début de l'automne, je me suis promené autour du lac près de mon appartement. Il était tard, l'air vif, le ciel rempli d'étoiles. Je n'avais pas apporté mon téléphone. Je n'écoutais pas de musique. J'ai juste marché. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais calme, pas heureux, pas guéri, mais calme, comme si je n'allais pas me briser. Chaque fois que quelqu'un mentionnait la famille, les mariages ou la trahison, je respirais. C'était suffisant. Mais quelque chose d'autre changeait aussi. J'ai commencé à parcourir mes photos. Pas celles du mariage. Les miennes, mes voyages, mon travail, mes amis, les souvenirs qui n'étaient pas liés à Nat ou Jenna ou mes parents. J'ai trouvé une vieille photo de moi lors d'un camp d'entraînement au codage que j'avais aidé à diriger il y a 2 ans, souriant, confiant, expliquant quelque chose à un groupe d'étudiants enthousiastes. Ce gars-là, il était toujours là-dedans. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai refait mon site web. Pas juste un portfolio, une marque, une plateforme. J'ai nettoyé ma liste de clients, mis à jour mes témoignages, ajouté de nouvelles études de cas. J'ai engagé un ami designer pour refaire mon logo. J'ai même écrit un article de blog, Comment construire quand on est épuisé. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas viral, mais c'était honnête et les gens ont répondu. Des emails sont arrivés. Des réservations, une petite hausse du trafic sur le site. Puis un DM de quelqu'un dans une agence créative de taille moyenne. Ils embauchaient des entrepreneurs à temps partiel et même à voix. 1 mois plus tard, j'ai signé un contrat avec eux. Et juste comme ça, je ne faisais plus que survivre. Je construisais à nouveau. Ma vie quotidienne a changé aussi. J'ai commencé à me réveiller tôt, non pas à cause du stress, mais par choix. Je faisais du café, j'ouvrais les fenêtres, je laissais la lumière entrer dans ma grotte de salon. J'ai acheté une plante, elle est morte. J'en ai acheté une autre. Elle n'est pas morte. Petite victoire. J'ai renoué avec Devon. J'ai recommencé à dire oui aux choses. Dîner, soirée jeux, même une randonnée que j'aurais évitée avant. La thérapie est venue ensuite. Pas parce que j'avais craqué, mais parce que je ne voulais pas que ça arrive à nouveau. J'ai trouvé un gars nommé Marc. Calme, perspicace, ne poussant pas trop fort. Lors de notre première séance, j'ai dit, je crois que j'ai perdu ma famille. Il a hoché la tête. Nous avons déballé ça doucement. Le favoritisme, le silence, la trahison, la façon dont j'avais toujours l'impression de devoir mériter l'amour alors que Nat le recevait simplement. La façon dont je me faisais petit pour éviter d'être un fardeau, comment je m'accrochais aux miettes d'affection comme si c'était des repas. Marc n'offrait pas de miracle, mais il écoutait. Et pour la première fois, quelqu'un validait l'idée que peut-être je n'étais pas fou. Que peut-être la douleur que je portais depuis l'enfance n'était pas juste de la malchance. C'était un schéma, et les schémas pouvaient être brisés. Pendant ce temps, mes parents restaient silencieux. Pas un mot de maman. Pas d'excuses, pas d'explications. J'ai eu des nouvelles de Meredith une fois. Elle a envoyé un SMS disant qu'elle espérait que j'allais bien. Que Nat et Jenna avaient emménagé dans un nouvel endroit, que maman essayait d'apaiser les choses. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais fini de remplir le silence avec le pardon. Un soir, Devon et moi prenions un verre et il a demandé, « Alors, c'est quoi la suite? Tu vas juste couper les ponts pour toujours ?» Je n'avais pas de réponse. Ce n'était plus une question de vengeance. Pas de la manière dont je pensais que ce serait. Je ne cherchais pas à brûler les ponts, ni à écrire des lettres de colère, ou à publier des dénonciations en ligne. Je n'avais pas besoin qu'il rampe. Je voulais juste arrêter de saigner. Et je le faisais, doucement, tranquillement, mais je regardais, je faisais attention, parce que parfois la vengeance n'est pas une question de feu et de fureur. Parfois, c'est une question de clarté, d'attendre le bon moment, pas par méchanceté, mais avec précision. Et quand ce moment viendrait, je le saurais parce que quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus le figurant. Je n'étais pas celui qu'on avait laissé derrière. J'étais celui qui s'était relevé malgré tout. Ça a commencé par un email, juste un court. Et Luc. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, d'un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Taylor Brinet.
Nous étions allés à l'université ensemble. Même dortoir, même promo en informatique. Elle avait été intelligente, vive, avec un sens de l'humour brutal et un rire qui pouvait traverser n'importe quelle mauvaise journée. Nous nous étions perdus de vue après l'obtention du diplôme quand elle a déménagé dans l'Ouest et rejoint une entreprise tech à Seattle. Mais la voilà soudain dans ma boîte de réception comme un fantôme frappant poliment. Objet, question rapide et peut-être une opportunité. Je l'ai ouvert. Elle lançait une nouvelle plateforme, quelque chose de gros, soutenu par du capital risque, et en phase initiale. Un croisement entre un hub pour freelance créatif et un planificateur de ressources alimenté par l'IA. Nous construisons des outils pour la prochaine vague de créatifs à distance, écrivait-elle. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour diriger le développement de l'infrastructure. Ton nom est revenu plus d'une fois. C'était surréaliste, comme si l'univers me donnait quelque chose que je n'avais pas demandé, mais dont j'avais désespérément besoin. J'ai sauté sur un Zoom avec elle ce soir-là. Elle paraissait plus âgée, mais dans le bon sens, plus concentrée, plus puissante. Nous avons rattrapé le temps perdu rapidement, par les spécifications, délais, dynamique d'équipe. Le contrat n'était pas seulement généreux, il était stratégique, haute visibilité, forte part de capital, potentiel à long terme. Elle ne voulait pas juste que je construise les fondations. Elle voulait que je fasse partie du noyau. J'ai dit oui avant même de raccrocher. Et juste comme ça, j'avais un nouveau moteur. Pendant les premières semaines, je me noyais dans le travail. Mais ce n'était pas le genre de noyade désespérée, pour éviter ces sentiments, que j'avais faite après le mariage. C'était utile, structuré. J'étais dans les appels d'équipe, les réunions de planification de sprint, les fiches J-Hub. J'écrivais du code propre, j'aidais les juniors à déboguer leur logique, je restais tard pour construire des systèmes évolutifs qui comptaient vraiment. Je ne faisais pas que reconstruire ma vie. Je construisais la vision de quelqu'un d'autre. J'étais précieux. Et c'est là que l'idée a commencé à germer, pas la vengeance. Pas au début, juste la curiosité. Vous voyez, quand vous vous faites brûler par des gens en qui vous aviez confiance, des gens qui vous ont fait vous sentir invisible, ça ne s'arrête pas avec la douleur. Ça commence là. Et puis lentement, vous commencez à vous demander, depuis combien de temps cela dure-t-il? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'ont-ils caché d'autres? Vous arrêtez de supposer de bonnes intentions. Vous commencez à creuser. Un soir, après une revue de sprint particulièrement longue, je me suis versé un verre de vin, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert un vieux dossier Google Drive que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Il était étiqueté « Doc Famille », juste des reçus, des factures, des accords conjoints, des trucs de quand j'aidais papa avec les problèmes techniques ou quand je gérais les annonces en ligne des propriétés de location de vacances de la famille gratuitement. Il y a longtemps, il m'avait nommé administrateur du compte Google partagé que nous utilisions pour tout organiser. Apparemment, il ne m'avait jamais retiré. Je ne cherchais rien de précis, mais plus je cliquais, plus la forme des choses commençait à se tordre. Il y avait des feuilles de calcul, des impôts annuels, des factures, des journaux de maintenance. Un dossier étiqueté « Propriété bord de lac ». Je l'ai ouvert. C'est là que je me suis souvenu que le mariage n'avait pas eu lieu dans un complexe chic ou un Airbnb. C'était dans notre maison de famille au bord du lac, celle qu'on visitait chaque été. Celle où je n'étais pas allé depuis 3 ans parce qu'il y avait un problème de plomberie, et que personne ne l'utilisait vraiment, mais clairement quelqu'un l'avait utilisé. La feuille de calcul le confirmait. Il y avait des transactions listées pour la location de meubles, le traiteur, la sécurité, datées de quelques semaines seulement avant le mariage. Des dépenses payées depuis un compte familial partagé. Mon nom figurait toujours sur ce compte. J'avais aidé à le configurer quand papa était dépassé par les impôts et il l'avait utilisé sans demander, sans me le dire. Ils avaient organisé un mariage à $40 000 sur une propriété que je copossédais techniquement, avec mon nom sur les registres, et n'avaient même pas eu la décence d'envoyer un SMS. C'est là que la mise en place a commencé. Pas par méchanceté, mais par clarté. Étape 1, s'assurer que tout était propre de mon côté. J'ai sauvegardé tous les documents, chaque feuille de calcul, chaque facture, chaque invitation de calendrier des 5 dernières années. J'ai enregistré les adresses IP. J'ai téléchargé des copies PDF. J'ai écrit un historique des versions de chaque modification apportée à tout ce à quoi j'avais accès. Je voulais des preuves,
pas nécessairement pour le tribunal, juste pour moi. Étape 2, appeler mon avocate. Je n'avais pas parlé à Rachel depuis un moment. C'était une amie de la famille de la vieille école, pragmatique. Elle m'avait aidé à monter ma SARL quand j'ai commencé le freelance. J'ai programmé une consultation sous prétexte de devoir régler des problèmes de propriété. Quand nous avons commencé l'appel, j'ai tout expliqué, moins le désordre émotionnel. Juste les faits, le compte partagé, la propriété, l'utilisation non autorisée. Elle a sifflé. Luc, ce n'est pas bon pour eux. Je veux dire, tu veux porter plainte? Pas encore, ai-je dit. Mais je veux savoir quelles sont mes options. Nous avons passé 1 heure à passer en revue la logistique. Il s'avère que mes parents ne m'avaient jamais formellement retiré d'aucun des documents de propriété. Techniquement, la maison du lac était toujours dans un trust familial, avec mon nom comme l'un des bénéficiaires. Cela signifiait que j'avais parfaitement le droit d'exiger des documents, de bloquer de futurs événements, ou même de demander un audit. Cela signifiait aussi que le mariage à $40 000 nécessitait techniquement ma signature pour toute rénovation majeure ou location. Il ne l'avait pas obtenu. Étape 3, rassembler des alliés. Il ne s'agissait pas de rallier des troupes. Je n'allais pas défiler au dîner de Thanksgiving avec des impressions et des accusations, mais j'ai commencé à avoir des conversations calmes. Meredith, par exemple. Je l'ai invitée à prendre un café. Elle avait l'air nerveuse, comme si elle s'attendait à ce que j'explose enfin. Au lieu de cela, j'ai posé une question simple. Depuis combien de temps me cache-t-il des choses? Elle a soupiré, m'a raconté comment maman avait commencé à traiter Jenna comme une belle-fille bien avant la rupture. Comment Nat avait commencé à se montrer aux événements familiaux sans me le dire, balayant mon absence comme si j'étais occupé par le travail. Comment chaque fois qu'elle demandait de mes nouvelles, maman se taisait. Il cherche sa voix, disait-elle. Ne fouine pas. J'ai remercié Meredith. Puis je lui ai parlé de la propriété, du compte, de la dette impayée de l'inclusion. Son visage a changé. Elle ne savait pas. Et maintenant, elle savait. Je ne cherchais pas à monter Meredith contre eux, mais c'était important que quelqu'un d'autre voie ce que je voyais. Que ce n'était pas juste une question de sentiment. C'était une question de choix, répétés, financiers, légaux. Les semaines suivantes, j'ai continué ma reconstruction silencieuse. Mon travail avec la start-up de Taylor se passait mieux que prévu. Nous avons lancé notre version bêta, avons été couverts par 2 blogs technologiques de niveau intermédiaire, et avons signé quelques clients de renom. Je gardais la tête basse, continuais à travailler, mais en arrière-plan, les engrenages tournaient. J'ai déposé une demande formelle auprès du comptable du trust familial demandant un audit des dépenses et des plans à venir pour la maison du lac. Pas d'accusation, juste de la transparence, comme Rachel l'avait suggéré. C'était le genre de mouvement qui envoyait une onde sans faire d'éclaboussure. J'affirmais ma présence sans rien incendier. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de papa. Il semblait fatigué. Prudent. Luc, a-t-il dit, j'ai reçu ton email. Je voulais parler. J'ai laissé le silence s'étirer. Tu sais, tu as toujours eu une part dans la maison du lac, a-t-il continué. Ça n'a jamais été remis en question. Alors pourquoi n'ai-je jamais été consulté? Il a expiré. Il n'y avait pas le temps. Le mariage s'est organisé vite. 4 mois de planification, ce n'est pas vite, papa. C'était compliqué. Non, c'était pratique. Vous ne vouliez pas avoir à gérer ma présence. Encore du silence. Finalement, il a dit, écoute, si c'est à propos de Jenna. Ce n'est pas le cas, ai-je menti. Parce que ça l'était. Bien sûr que ça l'était. Mais c'était aussi à propos d'eux. À propos de l'effacement, de la façon dont ils avaient fait de moi un fantôme dans ma propre vie. Je ne cherchais pas à tourner la page. Je m'assurais qu'ils ressentent le poids de mon absence. On parlera en famille bientôt, a dit papa, essayant de paraître raisonnable. On va régler ça. Bien sûr, ai-je dit. Fais-moi savoir quand tout le monde sera prêt à être honnête. J'ai raccroché, mais je n'ai pas attendu. Parce que je ne fixais pas seulement une limite. Je mettais en place le plateau de jeu. C'est arrivé tranquillement. Pas d'explosion, pas de confrontation,
juste une chaîne d'avis officiels et polis qui ont bouleversé le monde de ma famille. Le genre de vengeance qu'on ne voit pas venir jusqu'à ce qu'elle soit déjà à mi-chemin dans votre maison, emportant votre fauteuil préféré par la porte. Fin octobre, les feuilles avaient commencé à tomber. J'étais à 3 mois dans mon nouveau rôle avec la start-up de Taylor, et nous venions de signer un accord d'investissement majeur qui a fait grimper mes parts à 6 chiffres sur le papier. Je dormais mieux, souriais plus, prenais soin de moi de petites façons ennuyeuses, comme cuisiner ma propre nourriture et répondre aux SMS des amis dans un délai raisonnable. C'est alors que j'ai reçu une notification du comptable du trust. Il avait terminé l'audit. Les chiffres étaient pires que ce à quoi je m'attendais. Au cours des 12 derniers mois, le compte de propriété familiale partagée, où j'avais toujours la propriété légale, avait été utilisé pour financer plus de 40 000 $ pour le mariage au bord du lac, 9 200 $ pour l'aménagement paysager, 6 400 $ pour le nettoyage et la peinture du lieu, 3 000 $ en conception florale et location de tentes, 2 100 $ pour le parking des invités et le transport hors site, et surtout, 17 000 $ pour la rénovation du quai des invités, marqué pour « vue de lancement de la réception ». Ce dernier point, je me souviens que papa prétendait que le quai était trop pourri pour être réparé il y a 3 ans, quand j'avais proposé d'aider à le rénover pour pouvoir emmener quelques amis l'été. Maintenant, apparemment, il était digne d'un mariage. Ce qui rendait cela encore plus flagrant, c'est que toutes ces transactions avaient été approuvées et payées via le compte du trust, ce qui signifiait qu'elles avaient techniquement été faites en utilisant mon argent. Mon nom était sur les papiers. Mon statut de propriétaire n'avait pas changé. Il ne m'avait pas juste exclu, il m'avait utilisé. Rachel était furieuse quand je lui ai montré. « Tu pourrais les traîner en justice maintenant et gagner », a-t-elle dit facilement. Mais je ne voulais pas d'un tribunal. Je voulais une fin. Réelle, indéniable, permanente. Alors je lui ai demandé de rédiger une lettre formelle. Pas agressive, pas dramatique, juste ferme. Elle demandait le remboursement intégral de la moitié de toutes les dépenses liées au mariage, des rénovations du quai et des améliorations non approuvées, accompagnées d'une offre. J'étais prêt à leur vendre ma part de la maison du lac à la valeur du marché. Et parce que j'avais eu la prévoyance de payer un évaluateur immobilier le mois précédent, je savais exactement quelle était cette valeur, 960 000 $, ce qui signifiait que ma part était de 480 000 $. Nous avons envoyé la lettre en recommandé avec accusé de réception et j'ai attendu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de maman. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait blessée. Ce genre de blessure passive et haletante qu'elle utilisait toujours quand son contrôle lui échappait. « Luc, je viens de recevoir ta lettre. Je me doutais que tu le ferais. C'est tellement d'argent. Où espères-tu qu'on trouve ça? Je ne l'espère pas. J'espère que vous refinancerez ou liquiderez, ou on vend la propriété. Tu vendrais vraiment ta part de la maison de famille du lac pour ça? Vous l'avez déjà fait quand vous l'avez utilisé sans moi. » Elle n'a pas parlé pendant un moment. Je pouvais entendre le tremblement dans sa respiration. Puis elle a dit, « Ça ne te ressemble pas. Tu as raison. Ce n'est pas le cas. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. » Une semaine après ça, j'ai reçu un email d'un avocat immobilier représentant mes parents et Nat. Il voulait négocier. Ils m'ont offert 175 000 $ comme un compromis équitable. J'ai refusé. Je n'ai pas répondu avec colère. J'ai répondu avec une évaluation officielle, des captures d'écran de l'accord de trust, des copies de l'audit, et une ligne claire, 480 000 $ où je force la vente. Ils ont cru que je bluffais et je suis allé jusqu'au bout. Rachel a déposé la pétition. En raison de la configuration du trust, j'avais le droit de demander une vente par le tribunal si aucun accord de rachat n'était conclu dans les 90 jours. Ils ont essayé de gagner du temps, ont invoqué la valeur émotionnelle, ont même essayé de suggérer que j'avais verbalement renoncé à ma part auparavant. Mais chaque tactique dilatoire ne faisait qu'empirer les choses. Il s'avère que lorsque vous forcez la vente d'une propriété familiale, les choses deviennent très publiques. Une annonce a été publiée en janvier. Charmante propriété de 5 chambres au bord du lac, parfaite pour des événements ou pour y vivre à plein temps. L'agent immobilier a publié des photos sur papier glacé du quai fraîchement peint, des jardins paysagers, de l'espace de réception grand ouvert, le même espace où mon frère s'était marié, le même quai où ils avaient trinqué à une nouvelle vie dont j'avais été exclu. Les offres sont arrivées rapidement. En février,
la maison s'est vendue pour 975 000 $. Après impôts et frais, j'ai reçu un virement de 471 000 $. Propre, légal, définitif. Une semaine plus tard, j'ai posté un message simple sur Facebook. Pas de nom, pas de jubilation, juste ceci, c'est drôle comme les gens vous traitent de dramatique quand vous fixez des limites après qu'ils aient passé des années à vous faire sentir invisible. Quoi qu'il en soit, merci pour la mise à niveau du quai. Ça a eu 142 j'aime, 17 commentaires, quelques messages privés de la famille éloignée. La plupart disaient juste « waouh » ou « je n'avais aucune idée ». Un de mes cousins a écrit « fier de toi pour t'être défendu. Tu méritais mieux ». Mais le meilleur message est venu de quelqu'un d'inattendu, Jenna. Il a surgi un mercredi soir de nulle part. J'ai entendu parler de la maison. Je ne savais pas tout. Je suis désolé pour tout ça. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai bloqué, pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'elle ne méritait plus de siège à ma table. Nat a essayé d'appeler quelques fois aussi. Une fois, il a même laissé un message vocal, « Luc, mec, toute cette histoire est devenue incontrôlable. On ne pensait pas que ça irait jusque-là. » Mais c'est ça le truc avec les gens qui vous prennent pour acquis. Ils ne pensent jamais que ça leur coûtera quoi que ce soit. Ils supposent que votre silence signifie le consentement, que votre gentillesse signifie la faiblesse, que votre absence de leur célébration signifie que vous êtes trop petit pour compter. Jusqu'à ce que vous leur facturiez le lieu. Aux dernières nouvelles, Nat et Jenna ont dû quitter leur appartement et retourner vivre chez maman et papa pour un moment. La vente de la maison du lac a plombé leurs finances plus qu'ils ne le prévoyaient. Ils avaient contracté des prêts pour le mariage, comptant sur l'utilisation de la maison du lac pour des événements futurs afin de récupérer le coût, mais cet avenir a disparu maintenant. Pendant ce temps, j'ai déménagé, j'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un petit appartement élégant en centre-ville. Bail vitré du sol au plafond, parquet, à quelques pas du meilleur café de la ville. J'ai continué à travailler avec Taylor, investi dans quelques petites startups à côté, pris un chat, recommencé à sortir avec quelqu'un doucement, prudemment. Mais je n'ai jamais repris contact. Pas avec maman, pas avec Nat, pas avec les gens qui se sont assis sur ce quai et ont trinqué à une nouvelle famille en prétendant que je n'existais pas. Parce que j'ai finalement compris quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Être invité, ce n'est pas la même chose qu'être inclus. Et maintenant ce sont eux qui sont enfermés dehors, parce que j'ai changé les serrures. Et cette fois, j'ai gardé la clé.